Déjà, les féministes, selon ce que j'entends, c'est que c'est des femmes qui luttent pour avoir les mêmes droits que les hommes. Bon, je me demande de quel droit il s'agit parce que, en ma connaissance, je sais que les femmes même ont plus de droits que les hommes. La femme a aussi le droit de vie sur l'homme. Si une situation, il y a un danger, on cherche d'abord à sauver la femme avant l'homme. Donc, je ne sais pas de quel droit ces dames-là veulent parler. Ces femmes-là, c'est des blessés. Mais aujourd'hui, on veut nous présenter une femme comme quelqu'un qui rit pas, qui n'est pas causante. Focus. Mes sœurs, focus. On veut nous présenter la femme soumise comme étant une femme faible. Donc maintenant, c'est la femme impolie qui est une femme forte. Mes sœurs, c'est pour ça que les hommes ont de plus en plus peur du mariage. Qui va marier une femme insoumise? Qui va marier une femme impolie? Qui va marier une femme qui répond quand tu parles? Personne. Ne vous mentez pas à vous-même. Il faut qu'on en parle. Salut à toi, je suis Gaëlle de Femme Afrovie, la chaîne qui te parle de l'élévation, de la valorisation et de l'épanouissement de la femme noire où qu'elle se trouve. Alors si l'un de ces thèmes t'intéresse, je t'invite à t'installer confortablement. On commence tout de suite. Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo que j'ai vue passer il y a de cela quelques semaines. Il s'agit d'une interview d'un artiste ivoirien que tu connais peut-être, du nom de KS Bloom. KS Bloom, dans cette interview, donne son avis sur le féminisme, le mariage et la place de la femme. Et quand je suis tombée sur ces extraits-là, parce qu'il y en a plusieurs, je me suis dit non, il faut que j'en parle. C'est important d'en parler. D'autant plus que KS Bloom est une célébrité et qu'il peut avoir une certaine influence. Dire ce genre de choses aujourd'hui en 2025, c'est très grave. Pour commencer, KS Bloom dit que les femmes ont tous les droits. J'ai envie de lui retourner la question de quel droit il parle exactement. De quel droit parle-t-il? Cette phrase, je l'entends trop souvent venant surtout des hommes et c'est une phrase qui ignore totalement les réalités, les inégalités que vivent les femmes vis-à-vis des hommes et ce, dès la petite enfance. Mon cher KS Bloom, on ne peut malheureusement pas parler d'égalité de droits lorsque dès le départ, les chances ne sont pas égales. Commençons par la base des bases, l'éducation. En 2025, 119 millions de filles sont encore en dehors du système scolaire. Rien qu'au niveau de l'éducation, de la scolarisation, les filles et les garçons ne sont pas sur le même pied d'égalité. Donc ça déjà, tu peux mettre ça sur ta liste de droits parce qu'apparemment tu ne sais pas quels sont les droits que revendiquent les féministes. Et en Afrique subsaharienne, Afrique dont tu es originaire, même dans ton pays, la Côte d'Ivoire, il y a encore trop de filles non scolarisées comparées aux garçons. Donc déjà rien qu'à ce niveau, tu vois que il y a un problème. Il y a déjà une inégalité au niveau de ce droit-là, qui est le droit fondamental à l'éducation. Et les raisons sont connues. Les grossesses précoces, les mariages forcés, les tâches domestiques imposées aux filles et réservées aux filles. Certaines familles pauvres qui ont des filles et des garçons font le choix stratégique d'envoyer à l'école le garçon et de laisser la fille à la maison. Il y a également tous les abus, que je ne vais pas te citer ici, qui ont lieu dans la cellule intrafamiliale. Et quand on regarde statistiquement, les filles, les petites filles, sont le plus souvent les victimes. Comment peux-tu dire que les femmes ont tous les droits quand ce simple droit à l'éducation, des millions de jeunes filles n'y ont pas accès? Comment peux-tu dire ça? J'ai envie de citer ici la célèbre Fatou Diom, que je t'invite à découvrir si tu ne la connais pas, parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à t'apprendre sur ce sujet-là, qui dit souvent: quand on éduque un garçon, on éduque un individu. Mais quand on éduque une fille, on éduque une nation. Parce qu'une fille éduquée transforme toute une communauté. Ce sont les religions qui sont venues mettre un point d'interrogation sur le statut des femmes. Et ça a introduit la nécessité du féminisme chez nous. La connaissance, elle est libératrice. Donc l'instruction me semble cette chose nécessaire pour donner aux religions leur juste place. Parce que si on veut que les droits des femmes soient défendus, il faut que ces femmes-là puissent savoir qui elles sont. C'est quoi leur humanité. Et donc, je ne suis pas d'accord avec l'idée que certains parents en Afrique puissent sacrifier la scolarité des filles et mettre tout l'espoir sur les garçons. Et donc, j'aimerais qu'on donne aux filles la même chance qu'on donne aux garçons parce que c'est la seule manière peut-être d'éradiquer certaines violences faites aux femmes au nom des religions, alors que la religion n'a jamais dit de maltraiter une femme. Et c'est pour ça que je pense que la scolarité des filles, elle est indispensable si on veut développer
et moderniser l'Afrique. Aujourd'hui, l'éducation, c'est ce qui protège beaucoup de filles des mariages forcés, l'exploitation, de la dépendance financière et des violences conjugales à l'âge adulte. Alors non, les femmes ne vivent pas dans un monde où tout est plus facile pour elles. Au contraire, elles commencent souvent avec moins que les hommes. Parlons maintenant d'un sujet très très grave, la guerre en République démocratique du Congo. Je pense que tu en as entendu parler. Là-bas, les violences sexuelles à l'égard des femmes et des jeunes filles sont utilisées comme armes de guerre. Je t'invite à faire quelques recherches sur YouTube, sur Internet, et tu trouveras des documentaires qui en parlent. D'ailleurs, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, y a consacré son existence. Il répare les femmes et les enfants abîmés par ces sévices, par la guerre. Je t'invite à te renseigner sur le sujet. Donc, quand en 2025, tu peux sortir de tels propos, je me demande comment une personnalité publique qui se dit concernée par la cause féminine peut être aussi ignorante. Des dizaines de milliers de jeunes femmes, de jeunes filles ont été agressées, martyrisées, mutilées par des hommes. Et comme je le disais, ils s'en servent comme des armes de guerre. Et le comble, c'est que lorsque certaines n'y laissent pas leur vie, elles sont brisées psychologiquement, physiquement, et en plus, parfois, elles sont rejetées par leur famille. Alors, quand tu entends ça, comment peux-tu affirmer que les femmes ont tous les droits? Que tu ne vois pas de quels droits les féministes parlent? Comment peux-tu affirmer cela? Je trouve ça gravissime. Quand on est une personnalité publique, on se doit de faire attention à ce qu'on dit. Un sujet aussi grave ne peut pas être traité avec autant de légèreté que ce que tu as fait. Il est vrai que certains hommes sont victimes de violences de la part de leurs femmes. Et il est important d'en parler. D'ailleurs, qui a dit qu'il ne fallait pas en parler? Mais les chiffres mondiaux sont clairs. Près d'une femme sur 3 subit des violences physiques, psychologiques ou sexuelles au moins une fois au cours de sa vie. Et ça, c'est ce qu'on dénonce. Les violences intrafamiliales touchent aussi bien les filles que les garçons. Mais en termes de volume et de proportion, de gravité, de répétition et de moralité, les femmes sont, demeurent et restent les principales victimes. Et là, ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas juste une opinion, ce n'est pas l'opinion des féministes. Ce sont des faits qui sont vérifiables. Je vais parler ici, par exemple, du cas de la France. Quand j'entends beaucoup de mes frères africains parler de la France, je les entends dire « Oui, la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays qui protège, surprotège les femmes et les enfants. On ne peut rien dire à une femme en France. » De quelle France ils parlent en fait? Ces hommes qui disent ça, est-ce qu'ils s'intéressent au cas de féminicide en France? Est-ce qu'ils connaissent les chiffres des féminicides en France? Est-ce que ces hommes connaissent les chiffres des violences faites aux femmes? Pas plus tard que la semaine dernière, en partant au travail, je suis tombée sur une affiche grande dans le métro qui sensibilisait contre les violences faites aux femmes. Est-ce que vous pensez vraiment que si ce n'était pas un sujet en France, on fera encore des campagnes publicitaires? Je ne pense pas, j'en doute fort. Même malgré ces campagnes publicitaires, malgré tout cela, malgré tous les dispositifs qui sont mis en place, les femmes subissent encore énormément de violences de la part de leurs conjoints, hommes. Les femmes se sentent encore énormément en danger face à certains hommes. Alors, on ne parle pas de tous les hommes, on ne parle pas de toutes les femmes. Malheureusement, il y a encore trop de cas de violence. Et ça, il faut le dire, ça concerne la France, qui est un pays où il y a quand même des droits, un certain nombre de droits, de dispositifs qui sont mis en place pour essayer de protéger les plus vulnérables, même si on voit très bien qu'il y a beaucoup de failles. Paris et partout en France, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour dire stop aux violences faites aux femmes. En France, où toutes les 7 heures, une femme est tuée, poussée au suicide ou victime d'une tentative de féminicide par son conjoint ou son ex-conjoint. Des cortèges où se sont pressés essentiellement des femmes. Et pourtant, la majorité des femmes, des hommes, désapprouvent, rejettent,
condamnent ces violences, mais beaucoup restent en retrait. Bonsoir David Pellicot. Bonsoir Elisabeth. Le silence des hommes doit cesser. C'est le titre de la tribune coécrite avec ONU Femmes France et co-signée avec une trentaine de personnalités du monde associatif, sportif, médical ou médiatique. Philippe Gabriel à vos côtés ce soir en fait partie. Le silence des hommes qui peut s'expliquer, on y reviendra, mais ce silence-là, vous le trouvez assourdissant et... Prenons le cas du Cameroun. Cameroun, qui est mon pays d'origine, que j'ai pas mal pratiqué puisque j'y ai vécu, on va dire à peu près la moitié de ma vie. Officiellement, 30 à 40% des femmes déclarent avoir subi des violences physiques ou sexuelles au moins une fois au cours de leur vie. Et pour y avoir vécu, pour avoir observé, et d'ailleurs j'observe encore aujourd'hui, je suis prête à parier que ce chiffre ne représente pas du tout la réalité. Ce sont juste des déclarations. Parce que oui, malheureusement, la violence a été tellement banalisée, tellement minimisée que beaucoup se taisent. Beaucoup n'osent même pas parler de peur de représailles, de peur d'être isolés, de peur d'être marginalisés, de peur d'être exclus. Et beaucoup ne déclarent même pas ces violences parce qu'elles ont normalisé ça, parce que la société a normalisé ça. Dans le monde, environ 45 000 femmes sont tuées chaque année par leur compagnon ou un membre masculin de leur famille. C'est grave, hein? C'est très grave. Alors, mon cher K.S. Bloom, tu commences à comprendre de quel droit on parle? On parle ici de droit à la vie. On parle ici de droit à la vie. Un droit élémentaire. Vous allez entendre dans la bouche de certains hommes que je veux une femme comme ma mère, mais en réalité, ta mère, elle a juste souffert. Un fils ne voit pas sa mère en tant que femme, il la voit en tant que maman. Celle qui couvre, celle qui protège, les manquements du père et qui se sacrifie. Cet argument est totalement biaisé parce qu'ils connaissent même pas ses réalités. Ce qu'elle a vécu, elle a renoncé à beaucoup de choses. En réalité, cette phrase a qu'une seule définition. Je veux ce rôle sacrificiel et pas une femme épanouie, ça m'intéresse pas, vu que je suis égoïste. Nos mères ont porté beaucoup de charges, violence, infidélité, pauvreté et tout le reste. Et quand un fils idéalise ça, il n'honore pas la souffrance de sa mère, il la recycle en réalité. Et ces hommes-là sont tellement égoïstes qu'ils ne disent pas « je vais éviter à ma femme ce que ma mère a subi ». C'est comme si c'était une transmission inconsciente de la douleur, comme si la souffrance féminine était un héritage normal. Les gars, ils se demandent même pas qu'est-ce que ma mère aurait mérité comme vie. La question qui se pose juste, c'est qui va me donner le même confort qu'elle m'a donné à moi et à mon père. C'est très égoïste. Et vu que vous êtes des connards et des hypocrites, vous voulez juste des mamans 2.0 en fait. Très souvent, j'entends les hommes africains vanter, regretter l'époque de nos parents, de nos anciens, de nos grands-parents, arrière-grands-parents et j'en passe. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que ces femmes-là, donc nos mamans, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, ainsi de suite, à l'époque, très souvent, ne choisissaient pas leur partenaire. Elles étaient mariées de force, très jeunes, à des hommes beaucoup plus âgés. Elles n'aimaient pas forcément. Et une fois arrivées dans le foyer, elles subissaient des atrocités. Elles n'étaient pas indépendantes, elles ne gagnaient pas d'argent parce qu'il fallait qu'elles s'occupent des enfants, du foyer, des travaux champêtres. Elles étaient dévouées à leur famille et malheureusement, elles ne pouvaient pas partir de ces foyers violents parce qu'elles n'avaient pas d'indépendance financière, elle n'avait pas de travail, elle n'avait très peu travaillé à l'époque. Quand je parle ici de travail, c'est-à-dire un travail moyennant un salaire. Très souvent, c'était les hommes qui avaient ce type de travail. Elle faisait beaucoup d'enfants. Parfois, ce n'était pas forcément voulu, mais parce qu'elle n'avait pas le moyen de contrôler cela. Elle n'avait pas le moyen de contrôler leur naissance. Elle n'était même pas maîtresse de leur propre corps. Tu vois à quel point c'est grave? Lorsqu'elles osaient partir du foyer dans lequel elles avaient subi des abus, des violences, très souvent, ce sont les membres de leur propre famille, parents, frères et sœurs, qui les ramenaient dans ce foyer violent. La violence, parfois, s'étendait aux enfants. Et j'ai envie de dire, même si elle ne s'étendait pas aux enfants, comment peut se construire un enfant qui voit sa mère battue, abusée, maltraitée par son père? Comment? Je ne pense pas que ça donne des enfants équilibrés. Et malheureusement, elle n'était pas protégée par la loi. C'était très rare de pouvoir aller dans un commissariat, dans un poste de police, dire « j'ai été abusée, j'ai été violentée par mon mari » et voir cet homme inquiété. C'était très rare, contrairement à ce que tu affirmes, mon cher K.S. Bloom. Ce n'est pas automatique. Je te le dis, même en France, pays des droits de l'homme, pays développé, pays moderne, pays tout ce que tu veux, ce n'est pas automatique. Un homme qui lève la main sur sa femme, un homme qui est violent vis-à-vis de sa femme, ne se retrouve pas
systématiquement inquiétées. Parfois, après avoir dévoué leur vie entière à ce mari qui ne le méritait même pas, cette famille, à leurs enfants, ces femmes étaient mises à la porte sans rien, elles étaient dépossédées de tous leurs biens alors qu'elles avaient tout construit, elles se retrouvaient sans rien. Si par malheur elles perdaient leur mari, très souvent, ces femmes-là, ces femmes veuves, étaient maltraitées par la belle famille, étaient mises à la rue, expropriées, et les enfants avec les biens revenaient à la famille du mari, aux frères et sœurs. Parfois, les femmes étaient remariées de force, frères de leur époux décédé. C'est après avoir vécu toutes ces atrocités, ces injustices, que beaucoup de ces femmes ont commencé à apprendre à leurs filles l'importance d'avoir une autonomie, une indépendance financière notamment. C'est après avoir vécu tout cela que beaucoup de mamans ont dit à leurs filles, ton premier mari, c'est ton travail. Je sais que c'est une phrase que beaucoup d'hommes n'aiment pas entendre, mais c'est vrai. Si un homme sort pour dire que ma femme m'a battu, on va rire. Si une femme sort pour dire que mon homme m'a battu, il est en prison. Si un homme sort pour dire que j'ai été victime d'attouchement par une femme, on va rire, à moins qu'il soit mineur. Si une femme sort pour dire que j'ai été victime d'attouchement par un homme, il est en prison. Si un homme sort pour dire que une femme a fait des rapports avec moi sans mon consentement, on va rire. Si une femme sort pour dire un homme a fait des rapports avec moi sans mon consentement, il est déjà en prison. C'est cette culture patriarcale que tu prônes qui est à l'origine de ce phénomène que tu dénonces. Et c'est cette culture patriarcale que les féministes dénoncent. Malheureusement, le patriarcat invisibilise les femmes et par la même occasion, il va invisibiliser les hommes victimes. Parce que depuis petit, qu'est-ce qu'on apprend aux garçons? Un homme ne pleure pas, un homme ne se plaint jamais, un homme doit être fort tout le temps. Un homme qui pleure est une femme. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Les hommes ne pleurent pas. Et on ne se rend pas compte de ce que ça peut causer comme dommage. Et très souvent, ce sont les autres hommes qui vont rire de cet homme qui va se plaindre des violences qu'il a subies, soit physiques, psychologiques ou même sexuelles. Très souvent, ce sont les autres hommes qui vont en rire et qui vont lui dire « mais toi t'es pas un homme, mais de quoi tu te plains ?» Oui, évidemment qu'un homme hésite à dire qu'il a été victime de violence parce qu'on l'a éduqué à croire que montrer sa vulnérabilité, c'est perdre sa dignité. Et ça, mon cher K.S. Bloom, c'est la faute du patriarcat. Ce n'est pas à cause des femmes. Les gens sont en train de vouloir déformer l'image de la femme et rendre la femme homme. On montre maintenant une femme dure, solide, forte, elle qui ne pleure pas. Comment ça, elle qui ne pleure pas? C'est quelle femme qui pleure pas? La femme, c'est un bébé. La femme est fragile. La femme fait des chichis, elle fait des caprices comme les bébés là. La femme qui pleure pas, c'est pas une femme, c'est plus une femme. Elle fait des caprices, tu la dolores, tu la chouchoutes. C'est ça qui fait une femme. Je veux ça, bébé, je veux... Comme un gros bébé. La femme, c'est un gros bébé. Là encore, c'est la même logique patriarcale. On infantilise la femme, on lui retire son humanité. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Que la femme n'a pas de pensée construite? Que la femme n'est pas capable d'être autonome, que la femme n'est pas capable de se prendre en main, qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle n'est pas forte mentalement, qu'elle n'est pas capable d'analyser des situations. Pourtant, les femmes portent des familles entières. Elles construisent et bâtissent des entreprises. Elles peuvent être des chefs d'État, des scientifiques, des soldats, des ingénieurs, aussi bien que les hommes. Alors ici, on ne parle pas de force physique parce que très souvent, j'entends les hommes faire cet amalgame. On ne parle pas de force physique. Évidemment, si on fait une moyenne, l'homme est plus fort physiquement que la femme. Ça, ce n'est pas un débat. On parle ici d'égalité de droit. D'accord? On parle d'égalité de droit. Je suis désolée, mais réduire une femme à des caprices et à des pleurs, c'est totalement ignorer sa valeur. C'est oublier qu'elle n'est pas un gros bébé fragile. C'est ignorer qu'elle est un être humain avec une tête, un cerveau, une intelligence, des ambitions et une résilience incroyable. Et c'est d'ailleurs pour ça que le féminisme existe. Donc, mon cher K.S. Bloom, si tu ne le savais pas, je t'informe, voilà le combat du féminisme. On n'a pas préparé justement les hommes d'aujourd'hui aux femmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, nos mères, nos grands-mères nous ont dit, on ne veut surtout pas que vous reproduisiez le même modèle, donc vous allez aller à l'école et puis vous allez faire X, Y, Z, on veut que vous ayez quasiment le maximum d'autonomie, d'options possibles.
Sauf que l'erreur qui a été faite, c'est qu'on n'a pas préparé les garçons qui ont grandi en même temps que nous à ça. Eux, on leur a laissé l'ancien modèle. Donc aujourd'hui, on arrive dans une société où eux, ils arrivent avec ces attentes-là d'avoir une reproduction de leur mère, de leur grand-mère, avec des filles qui ne sont surtout pas leur mère ou leur grand-mère. Et contrairement à ce que beaucoup de tes semblables et toi croyez, ce n'est pas un phénomène occidental qui est en train d'envahir l'Afrique. Renseignez-vous et vous verrez que le féminisme a des racines africaines bien implantées. En conclusion, j'ai juste envie de dire que le débat ici n'est pas de savoir qui est supérieur entre l'homme et la femme. Franchement, le débat n'est pas à ce niveau du tout. Si tu as écouté ma vidéo, si tu as écouté mes arguments, je pense que je n'ai même pas besoin de te le dire. Pour moi et pour beaucoup de femmes, beaucoup de féministes, le débat se situe au niveau de la dignité, des chances offertes dès le départ de la vie sur Terre, de la sécurité et de la justice. Messieurs, le féminisme n'est pas une guerre contre les hommes. Il s'agit tout simplement d'une demande de respect, d'égalité. Et je parle ici d'égalité de droit, d'égalité des chances. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me donner ton avis, bien sûr avec respect et bienveillance, parce que ici, c'est comme ça qu'on fonctionne, toujours avec respect et bienveillance. Même si on n'est pas d'accord, on se le dit calmement et respectueusement. C'était Gaëlle de Femme Afrovie, la chaîne qui te parle de l'élévation, de la valorisation et de l'épanouissement de la femme noire où qu'elle se trouve.